Vous êtes dans QG News, bienvenue, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de ce journal, le Kenya et les Seychelles signent 10 accords de coopération. Les domaines du tourisme, de l'agriculture et de la santé sont notamment concernés. Ces accords ont été conclus dans le cadre de la visite du président kényan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Au Tchad, le système de santé est toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles. Résultat des inégalités persistantes dans l'accès aux soins, l'une des rares structures à être relativement bien équipée est le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, mais dont les services sont très vite saturés. Reportage à suivre dans ce journal. 10 pays africains ont pris part à un tournoi de jeunes footballeurs en marge de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Mais d'abord, cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo qui dit envisager d'étendre le vote à la diaspora, et cela dès les prochaines élections. Annonce faite à quelques mois de la présidentielle de 2023. Le vote de la diaspora est une disposition prévue dans la loi électorale, mais qui n'a jamais été appliquée, raison régulièrement invoquée des difficultés d'ordre logistique. La CENI entend lancer une phase pilote dans 5 pays dont les noms ne sont pas encore officiels. L'ancien président béninois Thomas Boniaï, actuel médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, se trouve depuis ce mardi à Conakry. Le président de l'organisation, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo et celui de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le diplomate gambien Omar Aliou Touré, sont eux attendus ce mercredi. Une mission avant le prochain sommet avec plusieurs entretiens prévus avec la junte au pouvoir en Guinée. L'objectif de cette mission est d'obtenir un calendrier jugé raisonnable sur la durée de la transition et ainsi éviter la prise de sanctions contre la Guinée. Fin de la visite du président kényan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Le chef de l'État y était depuis dimanche pour une visite officielle de 3 jours. Un déplacement au cours duquel les deux pays ont signé 10 accords de coopération à la suite de pourparlers de haut niveau menés par le président kényan et son homologue séchellois Wavel Ramkalawan. Paul-Marcel Mayagui, Joël Ballot. Un nouveau cap a été franchi dans les relations bilatérales entre les Seychelles et le Kenya. 10 accords ont été signés entre les autorités des deux pays lors de la première visite d'État du président kényan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Selon les autorités séchelloises, ces accords portent sur la défense et la sécurité, l'entraide en matière pénale, l'économie, le tourisme, le secteur pastoral, la lutte contre la criminalité, les sports, la promotion de l'égalité de genre. Les Seychelles sont l'un des principaux champions de l'économie bleue. Nous avons à cet égard convenu de renforcer notre collaboration pour protéger et assurer une utilisation durable de nos ressources océaniques. L'un des principaux accords signés porte sur l'économie bleue. Ce dernier devrait permettre de renforcer les capacités et l'échange d'expertise dans les aspects de gouvernance de l'économie bleue, ainsi qu'à renforcer l'économie circulaire et la collaboration dans le secteur de l'aquaculture. Le Kenya et les Seychelles avaient une coopération bilatérale substantielle dans les domaines tels que l'éducation, la santé, le commerce, l'agriculture, l'aviation civile, ainsi que de solides liens entre les peuples avant même l'établissement des relations diplomatiques le 10 janvier 1990. Aujourd'hui, nous renforçons ces liens. Le Kenya et les Seychelles entretiennent des relations diplomatiques cordiales depuis leur indépendance. Plus de 800 ressortissants kenyans vivent et travaillent aux Seychelles, dont la plupart dans le secteur de l'éducation. Et la création d'un consulat honoraire du Kenya aux Seychelles devrait permettre de maximiser et de consolider davantage les liens existants entre les deux nations. Le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique se poursuit ce mercredi au Sénégal. La rencontre a démarré depuis le 14 juillet à Dakar et refermera ses portes ce jeudi. Près de 1000 participants sont sur place autour d'une thématique, la nécessité du service public et la performance des sociétés d'électricité. Amenedji.
À la tête de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, depuis avril 2019, Pape Demba Bitèye assure désormais la présidence de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, dont le 20e congrès se déroule au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio depuis le 17 juillet. Intervenant au micro d'Africa 24, il a souligné la nécessité de miser sur une coopération active pour promouvoir le développement et l'intégration du secteur électrique à l'échelle internationale d'ici 2025. En termes de priorité, comme vous le savez, les ressources humaines constituent un capital dans le secteur de l'électricité. C'est pourquoi, vous avez bien vu, nous avons insisté pour que l'école supérieure interafricaine d'électricité puisse reprendre de nouveau. On a également les centres d'excellence avec le réseau RACE qui est en train de se déployer un peu partout en Afrique pour dire que la formation des ressources de qualité est une priorité pour le mandat. L'autre priorité qui constitue une priorité africaine, c'est l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, les taux d'électrification sont assez disparates en fonction des pays. Il s'agit pour nous d'échanger les expériences, de voir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les erreurs à éviter pour qu'ensemble, on puisse aller plus vite pour donner l'électricité aux Africains. Le nouveau président de l'ASEA invite à la recherche de solutions pour relever le défi de l'accès à l'énergie en Afrique en vue de soutenir le développement des économies et subvenir aux besoins des populations. Cette ambition passe prioritairement par la mise en place et l'adoption d'un modèle économique adéquat répondant aux exigences requises pour une subvention des projets énergétiques en cours. Le modèle sénégalais, si je peux l'appeler ainsi, est aujourd'hui un modèle qui a fait ses preuves et qui a montré ses performances. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez le privé qui est à l'intérieur. Donc pour dire qu'il n'y a pas de modèle universel, il n'y a pas un modèle unique. Maintenant, c'est en fonction du contexte et de la vision des autorités qu'on peut dire tel ou tel modèle peut marcher. Selon la Banque africaine de développement, le taux d'électrification dans le continent africain est passé à 54% en 2019, alors qu'il était à 42% en 2015, soit une augmentation de près de 15% en 4 ans. Ce 20e congrès de l'ASEA, selon Pape Demba Bitèye, offre une occasion d'effectuer le tournant tant attendu qui mènera vers la réussite du pari de la performance des sociétés africaines d'électricité. Dans l'actualité également, le bilan de la compagnie minière Cora Gold portant sur le projet aurifère Sanankoro mené au sud du Mali. Le projet comprendrait 24,9 millions de tonnes de ressources, soit une hausse de 14% par rapport à la dernière évaluation, celle remontant au mois de novembre 2021. Il s'agit ici d'une estimation des ressources minérales suite au forage de 2022. Ces prévisions font encore l'objet d'études. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le Tchad. Des populations, surtout les plus défavorisées, ont accès à une gamme très limitée de services. L'une des rares structures à être relativement bien équipée, le centre hospitalier universitaire à la Renaissance de N'Djamena, mais dont les services, vous allez le voir, sont très rapidement saturés. Reportage entre correspondants, Mahamat Ramadan. Créé au début pour prendre en charge les pathologies complexes et les interventions chirurgicales délicates au niveau national, le complexe hospitalier universitaire La Renaissance est devenu une structure sanitaire de référence. Grâce à son plateau technique moderne, constitué de technologies médico-chirurgicales de dernière génération, l'institution sanitaire arrive à gérer les urgences médicales complexes. Pour faire face à une demande de plus en plus croissante, l'hôpital fait fonctionner ses dispositifs sans interruption de service. Et certaines analyses également, on ne peut pas les avoir H24 dans les autres structures. Quand vous venez un vendredi soir, peut-être certains examens, vous attendez les lundis pour les en avoir. Ici, on a H24, un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24. On a besoin d'un scanner à 1h du matin, on l'en a. On a besoin d'un avis de neurochirurgiens, à tout moment ils sont là. On a besoin d'un cardiologue, on a besoin même de gastro-entérologue. Aujourd'hui, c'est la seule structure au Tchad qui puisse faire à tout moment une fibroscopie d'urgence. En dépit de ces équipements modernes et du personnel qualifié, le CHU La Renaissance fait face à l'arrivée tardive des patients qui sont souvent référés au stade ultime de la complication de la maladie.
Une situation qui fait que certains de ces patients sont tardivement pris en charge ou décèdent en dépit des déploiements de services compétents. La plupart des patients qu'on reçoit ici au niveau des urgences sont référés des cliniques privées. Et ces patients-là arrivent au stade ultime de complications de la maladie, où il y en a qui décèdent à l'arrivée avant même qu'on les descende de la voiture ou de l'ambulance qui les achemine. Ou bien ceux qui décèdent immédiatement après leur descente au moment où les urgences sont en train de chercher à les réanimer. Mais ceux qui arrivent tôt, on a très peu de patients qui décèdent. Il faut que la population comprenne ça. Pour rappel, en tant qu'établissement public hospitalier des prestations de soins de dernier recours, de la formation et du perfectionnement du personnel médical au niveau national, le service des urgences du CHU La Renaissance est constamment sollicité par les autres structures de santé et les populations pour les cas extrêmes de complications. En marge de la CAN féminine de football qui arrive samedi prochain à son terme, un tournoi de football a rassemblé à Casablanca des jeunes originaires de plusieurs pays africains. Cette compétition s'est tenue en début du mois. Elle faisait la promotion d'un football éco-responsable. José Douglas. Ils étaient 90 enfants de 11 à 13 ans à s'être réunis, issus de 10 pays africains pour participer à ce tournoi du 1er au 4 juillet. Tournoi de football panafricain organisé dans le cadre des opérations éco-responsables, nettoyage de déchets, recyclage. Une rencontre a également eu lieu avec une association locale d'inclusion des femmes par le sport. Pour participer à ce tournoi, il fallait d'abord se qualifier au niveau local avec son pays respectif. Ils sont venus du Sénégal ou encore du Mali, du Maroc. Certaines stars internationales n'ont pas hésité pour apporter leur soutien à ces initiatives et des témoignages d'encouragement aux jeunes joueurs avant le tournoi. C'est juste pour vous encourager, vous demander de croire en vos rêves. Aujourd'hui, si vous travaillez dur, vous pouvez arriver à nos niveaux. Parce que hier, on était comme vous et aujourd'hui, j'implore vraiment vos familles de vous encourager dans tout ce que vous voulez faire et je vous demande de croire en vos rêves. Hey, petit frère, on sait que vous serez au Maroc. On sera de tout cœur avec vous. Ramenez-nous la coupe comme vos grands frères l'ont fait. Lâchez rien, jouez avec fair play. Et pour vous encourager, j'offre mon maillot au meilleur joueur du tournoi. Bonne chance. Les enfants ont été également honorés et applaudis pour le match d'ouverture de la CAN féminine et présenté au public lors du match Cameroun-Zambie au stade Mohamed V. Après le tournoi, les enfants ont récolté plus de 2 tonnes de plastique en nettoyant la plage Madame Choual à Casablanca. Cette activité écologique s'est faite avec la présence de Lamia Boumedi, ex-capitaine du Maroc, Chilène Broazen, coach du Sud-Soudan, et Clémentine Touré, coach de la Côte d'Ivoire. Quant au classement final du tournoi, nous retrouvons en premier le Libéria, en 2 le Mali, 3e le Burkina Faso et à la 4e place la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.